Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Baptiste, votre hôte, et aujourd'hui, je suis accompagné de Lucas, originaire de Miraudin et grand adorateur des écureuils. Bonjour Lucas, comment tu vas ? Ça va très bien, Baptiste. Et toi, comment tu vas ? Ça va très bien aussi. Aujourd'hui, je putsch l'épisode. Au secours, rendez-moi mon podcast. Aidez-moi. Aujourd'hui, je récupère le contrôle de cet épisode puisque cette fois-ci, c'est moi qui vais poser les questions. Lucas, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ton premier cube. J'aimerais qu'on parle du cube artefact. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc mon cube artefact, j'en parle régulièrement dans les épisodes du Maître Cube, mais donc c'est mon cube principal. C'est un cube qui, comme son nom l'indique, est fortement centré autour des synergies avec les artefacts. Et c'est ce que j'appelle un cube Legacy+. C'est-à-dire qu'il y a des cartes dans le cube qui sont bannies en Legacy, mais par contre, on ne peut pas vraiment dire que c'est un cube vintage. Il n'y aura pas le power, il n'y aura pas toutes ces cartes qui, justement, sont suffisamment craquées pour que tout tourne autour d'elle. Voilà, y a la fast mana, il y en a, mais c'est pas des vrais mox, il n'y a pas Black Lotus, etc., etc. Et au niveau de plus l'ADN du cube, c'est vraiment un cube qui va vous proposer à travers une dizaine d'archétypes bicolores, qui va vous proposer des styles de jeu très différenciés. On peut jouer combo, on peut jouer aggro, on peut jouer des decks plus contrôle et très grindy. Il y a plein de manières de partir en combo ou d'intégrer des bouts de combo dans des decks. Bref, c'est un environnement qui est assez exigeant, mais en tout cas, c'est mon cube principal. C'est vraiment celui sur lequel je passe le plus de temps à bosser dessus. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Antonin, je pense très fort à toi. En fait, mon premier cube, c'est pas mon cube artefact, même si aujourd'hui, effectivement, on va parler du cube artefact. Le tout premier cube que j'ai fait, donc je l'ai fait avec lui, je l'ai fait avec Antonin, et c'était une sorte de tentative de se prêter à l'exercice avec la collection dont on dispose à l'époque. C'est-à-dire que donc, là, ça remonte à... Ça ne nous rajeunit pas, mais ça remonte à il y a plus de 10 ans. Et en fait, avec Antonin, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis notre collection en commun pour pouvoir justement plus facilement monter les decks dont on avait besoin et avoir une gestion de collection un petit peu plus facile. C'est-à-dire que ça permettait de saisir toutes les opportunités qu'on avait pour pouvoir échanger des cartes ou quoi que ce soit. Et du coup, on savait très bien potentiellement les cartes que recherchait l'autre, et ça permettait comme ça de faire tourner un peu plus la collection. Et notamment, toutes ces rares un petit peu pourries où les cartes sont cool, mais elles sont pas forcément très fortes, surtout personne les recherche. Étrangement, personne a voulu récupérer nos pillards cérébraux de Born of the Gods, qui pourtant sont une carte rare incroyable. Je vous recommande d'aller en acheter un playset si vous pouvez avant qu'il n'y en ait plus, parce que incroyable celle-ci. Et ce cube-là, pour le coup, c'était vraiment générique. On essayait d'avoir des archétypes un petit peu qui faisaient tout. La première expérience, le premier playtest qu'on a fait, il était absolument catastrophique, c'était hilarant. On avait fait un archétype Affinity parce que j'adore les artefacts. Mais le problème, c'est que ça marchait pas très bien parce qu'il n'y avait pas du tout assez d'artefacts pour que ça fonctionne. Donc ça a été le premier cube que j'ai eu. Et on n'a pas énormément mis à jour, puis après on l'a démonté. Et jusqu'à il y a quelques années encore, je pense 3-4 ans, j'avais encore le cadavre du cube où il y avait la majorité des cartes et ou des proxys qu'on avait mis pour compléter les archétypes qu'on avait implémentés à partir de nos propres cartes. C'est-à-dire qu'on avait cherché la glue ou les cartes qu'on avait besoin, les cartes de pivot et tout, on les avait mis en proxy, mais sinon la base c'était notre collection. Par exemple, la mana base, c'était pas notre collection, ça, typiquement, ça c'est que du proxy. Et donc ce cadavre-là, je l'ai tué. Voilà, définitivement il y a quelques années, mais jusqu'à très peu de temps je l'avais encore. Mais ce cube, effectivement, il m'a donné envie de faire mon premier vrai cube, qui est mon cube artefact, qui est vraiment mon cube de cœur. Très bien. Et ça répond à déjà pas mal de mes questions. Est-ce que c'était ton premier cube ? Très bien, c'était pas ton premier cube. Donc, comment t'es venue l'idée de monter ton cube artefact ? J'en conclus que ça sort un peu de la frustration de l'archétype Affinity de ton premier cube. Je pense que ça a été un bon point de départ, mais que c'est pas la raison qui m'a poussé à le faire. Je crois que quand j'ai voulu monter mon premier cube vraiment tout seul, que je me suis dit, en fait, vraiment, ce format, c'est le meilleur format qui existe. Enfin,
moi, ma première rencontre avec le cube, ça a vraiment été un moment hyper intense. Je pense que je me suis dit, j'adore ces archétypes-là, et en fait, c'est pas viable. C'est très très dur de rendre ça viable dans un cube qui est pas centré autour. Donc ça, effectivement, c'est le premier truc. La deuxième raison, je crois qu'elle est vraiment toute bête, c'est que j'ai cherché un thème fort qui me parlait, un truc que moi j'aimais vraiment. Je voulais pas faire un cube générique. Parce que c'est avec ça que j'ai découvert le cube. J'ai découvert le cube avec un cube générique. C'était ça le premier cube que j'avais fait avec Antonin. Moi, je me suis dit, je veux un cube qui a un propos un peu plus unique, un peu plus extrême, et qui va justement me donner un exercice, un challenge de design que je vais trouver plus intéressant que juste m'inspirer à cette époque-là des bons cubes qui existaient. Je parle du cube de Matignon, ce genre de truc. J'avais pas envie en fait de faire une reproduction de ça. D'accord. Est-ce que tu veux nous parler de ta première expérience avec le cube, du coup? Ma première expérience de cube, je la dois à Damoclès. Donc, merci Damoclès, pour le coup. Damoclès représente, super association Pictave pour jouer aux cartes. Puisque c'était donc je sais plus si c'était un cube de Matignon, un vintage cube, je crois que c'était un cube de Matignon, justement, qui était possédé en proxy, je crois, à l'assaut. J'ai un doute sur est-ce que c'était celui-ci ou le cube de quelqu'un qui avait été ramené, mais en tout cas, il y avait une soirée cube à Damoclès, et il propose, voilà, c'est un peu ouvert, qui veut, et moi j'étais là, et je suis en mode, bah, moi ça me dit bien, pourquoi pas, je suis curieux. Je savais pas du tout de quoi il retournait. J'aimais bien drafter, mais je draftais pas si souvent que ça. J'étais pas un très gros joueur de limité à l'époque, j'étais un joueur vraiment casual. Ça, là, on parle de il y a plus de 15 ans, et entre 15 et 20 ans, j'étais un ado, quoi. Et au moment où je cube ce truc, là, voilà, où je draft ce truc, je me souviens très bien, je draft un deck aggro, un deck qui est base blanche, avec du rouge et du noir, donc un espèce de mardu aggro, et où en gros, mon début de curve, c'est apprenti de la guerre, là, la créature avec level up qui devient une 20 000 double initiative, donc j'exagère, mais voilà, ce gros pâté que tu fais grossir, et évidemment figure de la destinée, et la fin de ma curve, c'était aristocrate Falkenrath, voilà, une vraie bonne bestiole qui arrive et qui dit bah, je vais te mettre 4 ou 5 pions en séloche avec de l'évasion, et si t'essaies de me la tuer, je sacrifie mes merdouilles et tu la tueras jamais. Ah oui, et évidemment, il y avait une créature dans ce deck qui est devenue une de mes créatures de cœur et qui m'a jamais lâché. Il y avait Hellrider, voilà. Chevaucheur infernal, voilà, c'est cette 3-3 célérité pour 4 quand elle attaque. Bah, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque, vous collez 1 point de dégâts à votre adversaire dans sa gueule. Et vraiment, ça a été un coup de cœur, quoi. J'ai adoré jouer ce deck. J'ai dû faire un 1-2 ou un 2-1 un peu moisi. J'ai pas beaucoup gagné, j'ai pas beaucoup perdu. C'était voilà, milieu de tableau un peu pérave. Mais par contre, juste, je me suis dit, mais c'est incroyable de pouvoir drafter que des bonnes cartes, quoi. Et ça m'a plus jamais lâché. Hellrider, une bonne carte de fin de curve d'aggro que tu auras gardée jusqu'aujourd'hui dans ton Simple Cube, qui ne te quitte pas. Ah non, mais pour moi, c'est le pinacle d'un deck aggro, c'est ça, c'est le plaisir de pouvoir dire bah, j'ai 3 ou 4 petites bêtes sur le board, peut-être que tu vas en bloquer la moitié, ça peut mettre grand chose, mais c'est pas très très grave. Voilà, on va jouer ça, on va te mettre 5 à distance, et puis maintenant bloque parce que de toute façon t'es mort. J'adore cette carte. C'est une très bonne carte. Et ça meurt sur Bolt. Ça meurt sur Bolt. Et c'est une carte qui, pour l'instant, si je ne dis pas bêtise, n'est pas dans le cube dont on va parler aujourd'hui. Non, hélas. Donc tu découvres le cube à l'association, tu fais, j'imagine, quelques expériences de ce format formidable, tu tentes de créer un cube avec Antonin, et à un moment tu te décides à monter un cube artefact. Est-ce que tu peux nous parler de ta façon de créer la première... Est-ce que tu te souviens de comment tu avais créé la V1 du cube ? Est-ce que tu avais fonctionné de la même manière qu'avec le cube d'Antonin, c'est-à-dire partir d'une boîte de cartes, ou est-ce que pas du tout ? Effectivement, j'ai pas du tout eu la même approche que pour le cube qu'on avait monté à deux. Appelons-le le crash test cube. Voilà, ce cube que j'ai fait avec Antonin, comme ça on saura comment s'y référer à l'avenir. Là, pour le coup, mon approche, elle a vraiment été très, théorique. Ma logique, c'était de me dire, ok, je vais m'ouvrir un tableur Excel, je vais commencer à lister des cartes. Lister des cartes qui synergisent avec les artefacts, qui ont un rapport avec les artefacts, que ce soit parce qu'ils les détruisent, que ce soit parce qu'ils sont renforcés par ces artefacts,
que ce soit parce qu'il renforce des artefacts. Dans tous les cas, voilà, je me suis mis à lister énormément de cartes. Évidemment, les premières cartes que j'ai listées, c'est des cartes que j'affectionnais tout particulièrement. Dévastateur en Travar, les cartes Affinity, bref. Ça a été un petit peu le début du chemin. Et après, je me suis dit, moi j'aimerais bien avoir un cube qui essaye d'avoir des archétypes bicolores. Donc j'ai commencé petit à petit à construire, à créer la colonne vertébrale de mon cube en me disant, ah, mais moi j'aimerais bien que telle couleur elle fasse plutôt ça, telle couleur elle fasse plutôt ça, etc. etc. Par contre, cette première version, elle avait un côté très brouillon, ce qui est normal, hein, notamment parce que je me suis pas vraiment donné de contraintes de power. Je voulais pas avoir Black Lotus, mais par exemple, je me suis dit, j'aimerais bien avoir pas mal d'artefacts à 0 parce que ça permet de fuel des archétypes comme Storm, des archétypes qui ont besoin de jouer plein de petits trucs. Donc, par exemple, il y avait les Mox dans la première itération du cube. Il y avait Academy Tolarian. Il y avait beaucoup de cartes qui étaient des gros power outliers, indépendamment des synergies, et il y avait aussi des cartes d'une violence, mais absolument débile. Il y avait une Vrasse à artefact qui coûtait 3 mana, dont 2 verts. Voilà. Alors, bon, c'est pas grave, l'adversaire a gagné des petits points de vie en échange. Bon, il avait perdu la partie, mais tu lui donnais des points de vie, tu vois, c'est sympa. Et pareil, des Vrasse artefacts, il y en avait 3 ou 4 déjà dans la première itération. C'était vraiment très bien. Et donc, l'équilibre de cette première version, il était complètement aux fraises, parce que mon raisonnement, il n'était pas de me dire je voudrais avoir tel écosystème, mais il a vraiment été de me dire je voudrais des cartes cool qui marchent avec les artefacts. Et vraiment, mon cheval de bataille, c'était de me dire s'il y a une carte, je la trouve géniale et elle pourrait pas exister dans un cube normal, mais là, vu qu'il y a beaucoup d'artefacts, la carte elle peut exister, j'ai envie de la mettre. Et c'est plutôt ça en fait qui a été mon angle d'attaque pour cette première version, et j'étais vraiment dans l'euphorie de l'exploration de Magic à ce moment-là, c'est-à-dire que je découvrais des cartes que j'avais jamais vues de ma vie, et je me disais, oh mais c'est trop marrant, ça faut essayer. Et est-ce que tu disais juste avant que tu avais déjà des idées de ce que devaient faire les couleurs? Est-ce que tu entends par là que tu avais déjà des archétypes définis à la V1? Ou est-ce qu'on retrouve une V1 qui ressemble plus à un vintage cube avec le bleu ça fait à peu près ça, le blanc ça fait à peu près ça, etc. Ou est-ce que tu avais... Parce qu'aujourd'hui, le cube est basé sur 10 archétypes bicolores. Est-ce que c'était le cas au début, ou est-ce que c'était plus flou et plus... en fait, on peut jouer Affinity et en fait, on peut aussi essayer de jouer Control en détruisant les artefacts? Alors, c'est une bonne question. Et en fait, je pense que j'avais déjà des bribes de certains archétypes que je voulais implémenter, des choses que j'avais envie d'avoir plutôt dans certaines combinaisons de couleurs. Mais pour le coup, j'avais pas du tout les 10 archétypes tels qu'ils sont apparus dans les itérations suivantes de ce cube. En fait, comme ma réflexion c'était de me dire mais cette carte elle est cool, je veux la mettre. En fait, quand tu regardes la section gold de mon cube lors de sa première version, c'est vraiment... il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que t'avais des cartes qui étaient fortes juste parce que je me suis dit la carte est trop cool, ça synergie avec les artefacts, c'est trop marrant. Par exemple, j'avais mis Glissa la traîtresse, donc la 3-3 initiative contact mortel pour 3, et qui dit quand une créature qu'un adversaire contrôle est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous pouvez renvoyer la carte d'artefact ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Mais il n'y avait pas grand chose pour la soutenir. Donc la carte en fait c'était vraiment une 3-3 Death Touch initiative pour 3, voilà, et elle faisait vraiment pas grand chose parce que t'avais pas le deck qui allait autour. T'avais Nairi l'annonciatrice parce que j'adorais cette carte, c'est un playmaker que je trouvais très très cool. T'avais Akiri pour juste être une bonne bête agressive, mais en fait t'avais pas forcément le shell aggro en Boros, il avait pas forcément de cohérence, c'était juste tu mettais des cartes agressives un petit peu entre elles. Donc non, je dirais qu'effectivement à l'époque j'avais pas encore des vrais archétypes bicolores. Tu vois, un autre exemple, mais c'est j'avais trop fait de l'assassin en gold card parce que c'était un removal que je trouvais intéressant parce qu'il était polyvalent, et aujourd'hui sur mon cube artefact je pourrais jamais me permettre ça. C'est à dire que mes slots gold sont tellement précieux, je peux pas en utiliser un pour un removal, jamais je ferais ça. Il faut que ce soit des cartes signpost, il faut que ce soit des cartes qui disent la bicolorité elle a envie de faire un petit peu ça, et du coup ta gold card un peu chasse gardée, tu vas pouvoir l'avoir pour toi, tu vois.
Et du coup, ce qui était rigolo par contre, c'est qu'il y avait une identité que j'avais voulu mettre pour vert, et notamment un petit peu vert rouge, mais surtout vert. C'est que j'étais OK avec l'idée que vert interagisse pas vraiment avec les artefacts. En fait, ma première version de ce cube, elle a vraiment été dans la même veine que beaucoup de cubes artefacts que je vois sur Cube Cobra et où pas mal de gens se plaignent, c'est-à-dire il y a une couleur, souvent vert évidemment, hein, parce que vert n'a pas énormément de synergie avec les artefacts. Vert, c'est la fun police, c'est les gens qui jouent vert, ils vont casser la gueule au deck artefact. Et ben, dans ma première version, c'était complètement ça, l'identité de vert. Vert, c'était rampe, et tu joues des cartes qui hate artefacts. Donc au lieu de synergiser avec, l'idée c'est toi la police du format. Et je me souviens, la première fois qu'on le playtest, c'était chez Antonin, voilà, ami de mon cœur, qui soutient mes initiatives cubiques depuis les premiers jours. Donc là, on parle d'un playtest il y a 10 ans, quoi. Et il y a un de nos amis qui s'appelle Pierre, qui joue pas beaucoup, et lui, sa couleur préférée à Magic, c'est vert. Et il aime bien jouer mono vert. Et vraiment, ce qui est hilarant, c'est sur ce premier playtest, et genre sur un ou deux playtests un peu après, pareil, lui, il faisait qu'une seule chose, il draftait mono vert. Comme tout le monde était là pour drafter les artefacts, parce que les artefacts c'est rigolo, et que c'est le propos du cube. Il était complètement gratuit, et il faisait 3-0 quasiment à chaque fois. Voilà. Et il roulait sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il avait que des créatures qui faisaient Vindicate en arrivant en jeu, donc oui, forcément, ça gagne des parties, quoi. C'était méga con. Et ça, c'est un truc que j'ai très très vite corrigé, parce que je me suis rendu compte que déjà je trouvais pas ça intéressant dans l'absolu, et que je voulais que la couleur verte elle soit intéressante pour d'autres raisons. J'ai gardé dans les dernières itérations du cube une certaine identité que ouais, en vert et en blanc il y a moyen de venir bien faire chier les artefacts, mais le deck est plus dur à assembler, les cartes sont beaucoup plus opportunistes, donc tu peux avoir envie beaucoup plus de les jouer dans d'autres decks. Et donc je crois pas qu'aujourd'hui il y ait ce problème de nous on va tous jouer avec les artefacts et toi tu vas jouer Rofelos dans Ballot Territoriaux et t'en as rien à foutre de ce pourquoi le cube il a été fait au début, quoi. Oui, et puis sur les versions actuelles, il y a aussi beaucoup des bonnes cartes vertes qui sont des artefacts et qui vont vouloir être pick par des gens qui jouent artefacts et que tu vas pas vouloir avoir si ton but c'est de facilement péter les artefacts, etc. etc. Je pense à la version actuelle qui joue Kataki et qui dit tout le monde va sacrifier des artefacts. Si tu joues blanc-vert Kataki, tu as beaucoup plus de mal à l'assembler. C'est fort, mais voilà. Bah oui, parce que tu as beaucoup de cartes que tu auras envie de jouer dans ton deck, qui seraient très fortes potentiellement dans ce deck-là, mais qui sont des artefacts. Et donc en fait, le deck un peu gratuit de je joue aucun artefact et je vais te regarder t'étouffer dans ton caca, en fait, ça c'est juste plus très possible à monter. Oui, et puis il n'y a plus une carte qui dit détruisez tous les artefacts pour 3 mana. Oupsie. Pour les petits curieux, ceux qui aimeraient jouer cette carte, que ce soit en cube ou dans d'autres formats, par exemple en Commander, si vous avez envie de faire pleurer vos enfants, elle porte bien son nom, Graine de l'Innocence. Voilà, pour 3 petits manas dont 2 verts. Détruisez tous les artefacts qui ne peuvent pas être régénérés. Chaque artefact rapporte un nombre de points de vie à son contrôleur qui est égal à sa valeur de mana. Voilà, bon, globalement, ça dit beaucoup. Une partie de Commander, niquez-vous, mais voilà. Moi, je rampe avec des terrains, puisque j'ai la meilleure couleur de jeu, et vous rampez avec des cailloux, et vous les avez plus. Voilà, en échange, je prends 5 points de vie. Là, ce qui est rigolo, tu vois, c'est que quand je repasse mon ancienne liste, le support sur lequel je la consulte, c'est une petite application qui s'appelle Manabox. Donc, c'est pas du tout là-dessus que j'ai fait mon cube, en fait. Puisque la première liste de mon cube artefact, elle a été montée sur Cube Tutor. Cube Tutor, qui, rest in peace, n'existe plus depuis quelques années. Voilà, on a exilé les cimetières, là, il me semble. Tu parles très souvent de Cube Cobra sur les épisodes du Maître Cube. Cube Tutor, c'est l'ancienne version de ce site, entre guillemets. Enfin, c'était la place où les gens publiaient leur liste de cubes, etc. C'est ça. Faut vraiment vous dire, pour ceux qui nous écoutent, voilà, sachez que, comme l'a dit Baptiste, on ne tarie plus d'éloges sur Cube Cobra. C'est le site de référence. Voilà. Vous voulez faire un cube, utilisez Cube Cobra. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Cube Tutor, c'est le premier site vraiment qui a été dédié pour ça. Et donc, il a fermé ses portes en 2021. C'était 2013-2021. Et le site, il était horrible à manipuler. En termes d'ergonomie, c'était vraiment un scandale.
il y avait des trucs ultra contre-intuitifs. Donc c'était un site horrible et aujourd'hui je suis bien content qu'il y ait Cube Cobra à la place, mais en fait sans Cube Tutor on n'aurait jamais eu Cube Cobra. Et ça c'est important de s'en rappeler. Donc merci à Cube Tutor. Ensuite, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'évolution de ce cube, puisqu'il a 10 ans et la version d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout à ce que tu nous racontais de ses tout débuts. Tu te souviens un peu des retours des joueurs? Moi, je me souviens qu'une fois tu m'as dit « Ah bah au tout début, il y avait les Mox ». Et il me semble que tu m'avais dit « Ils sont restés une soirée ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? C'est complètement un mythe, c'est-à-dire qu'ils sont restés beaucoup plus longtemps que ça. Non, les cartes qui sont vraiment restées pas plus d'une ou deux soirées, c'est les Vras. C'est vraiment 3 ou 4 manas, je détruis tous les artefacts, ça a dégagé instantanément. Je me suis très très vite rendu compte que c'était pas ce que je voulais. Non, les Mox sont restés longtemps. Si je regarde les anciennes versions du cube, en fait les Mox ne sont sortis que dans la version 4.0. Donc ils sont sortis tard en fait dans le processus. Alors il y a eu moins d'itérations en V1, V2, V3. Genre, typiquement, la V1, elle a globalement pas eu d'itération. On est quasiment tout de suite passé à la V2. Hein. Très rapidement, j'ai compris qu'il y avait des choses qui m'allaient pas. Mais non, les Mox sont restés longtemps parce que j'aimais énormément ce qu'ils apportaient dans les decks pour lesquels je les avais mis à l'origine. Et la raison pour laquelle je les ai enlevés, c'est déjà, ça faisait des games un peu trop polarisés. Mais surtout, c'est que je n'aimais pas ce qu'ils faisaient dans les decks pour lesquels ils n'étaient pas destinés, de mon point de vue, en termes d'intention de design. C'est-à-dire que j'avais pas mis les Mox pour que votre adversaire puisse vous jouer un drop 2 ou un drop 3 au premier tour dans un deck aggro juste pour vous bourrer le cul avant que vous puissiez jouer vos cartes. C'était pas ça la raison pour laquelle j'avais mis des Mox. J'avais mis des Mox parce que je trouvais ça trop cool de pouvoir jouer Paradoxical Outcome, dire je joue des Mox pour 4 mana. Je joue mon Paradoxical Outcome, ça me permet de renvoyer n'importe quel nombre de permanents de terrain que je contrôle dans ma main, je pioche autant de cartes. Ensuite, je rejoue les Mox que j'ai envoyés dans ma main. Potentiellement, je suis même mana positif et j'ai fait un Storm de bâtard avec une carte que je trouve personnellement extrêmement rigolote, qui est Paradoxical Outcome. Moi, c'était pour ça en fait que j'avais mis les Mox. Donc, non, ils sont restés longtemps parce que j'étais un peu dans le déni du fait qu'ils généraient des choses malsaines que je voulais pas. Et je pense qu'une des dernières fois où ils ont été là, je me souviens, c'était quand on avait fait une soirée chez moi et je joue Golgari, donc je joue Dredge. Donc effectivement, lors de la V3 de mon cube, il y avait déjà tous les archétypes tels qu'on les connaît à peu près aujourd'hui, juste un petit peu modifiés, mais c'était les mêmes archétypes. Et en fait, je fais cette sortie qui est absurde, où je fais tour 1 bazar de Bagdad, je Dredge. Tour 2, je fais strip mine mon adversaire. Et je refais un coup de bazar pour redredge encore. Et tour d'après, je fais land de base, mox, coup de bazar. Et je joue 2 créatures, plus ça ramène Vengevine, plus je ramène Ogak dans le même tour. Voilà. Et vraiment, c'était extraordinaire en termes de... Waouh, c'était trop bien comme play. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est beaucoup trop débile, quoi. C'est beaucoup trop con. Oui, tu ne dois pas, dans Magic, pouvoir poser un land qui fait pas de mana et un land que tu vas sacrifier et pouvoir faire 3 trucs autour de 3. Voilà. Donc, du coup, forcément, ça a un peu sonné le coup de bambou et j'étais content. En vrai, j'étais content le moment où je l'ai fait parce que ça m'a libéré 5 slots. Voilà. Et moi, j'aime bien mettre des cartes cool. Donc, j'étais content d'enlever les Mox. Je les regrette pas. Mais je pense que ce que je regrette, Je pense que je regrette le fait d'avoir été assez peu lucide pendant longtemps sur le fait que c'était pas assez en dialogue avec ce que je voulais. Et aujourd'hui, il y a des cartes qui ont un power level qui est au moins du niveau d'un Mox. Enfin, peut-être pas au moins, mais qui est du niveau d'un Mox. Je pense que Mishra's Workshop, dire un terrain qui fait 3 mana, en fait, c'est certain que c'est à peu près du même power level. Le truc, c'est que la contrainte est tellement plus forte, ça se joue tellement pas dans n'importe quel deck, que je suis OK avec la carte. Et c'est la raison pour laquelle je regrette d'avoir laissé les Mox aussi longtemps, c'est que je me suis pas rendu compte qu'en fait ils étaient pas intéressants. Contrairement à d'autres cartes qui te forcent à construire ton deck autour, c'était pas le cas des Mox, ils étaient juste trop forts tout seuls en fait. Le problème, ils sont trop forts tout seuls et tous les joueurs level, donc vu que tous les joueurs level, c'est pas le joueur Storm qui va pouvoir la récupérer.
Depuis tout à l'heure, tu nous parles des V1, V2, V3, V4. Est-ce que on pourrait avoir une idée de à quel V nous en sommes en 2026? Mais tout à fait. Nous en sommes à la version 6.2, Baptiste, actuellement. Et est-ce que ça a l'air d'être très bien, ça a l'air d'être très bien construit comme système d'évolution de cube. Est-ce que tu peux nous dire comment tu choisis quand est-ce que tu rajoutes un numéro derrière le point et quand est-ce que tu changes de version? Est-ce que tu as des changements drastiques, des changements d'archétype, qu'est-ce qui te dit là, je fais pas juste un petit changement, là je change de version? En gros, mon raisonnement, il est le suivant. Est-ce que le changement que j'effectue à la liste, il est structurel ou est-ce qu'il ne l'est pas? Alors oui, j'imagine qu'il y a des gens qui vont me répondre que... Enfin, ils vont pas me répondre parce que ils peuvent pas, je sais, mais vous pouvez le faire en commentaire, n'hésitez pas. J'imagine qu'il y a des gens qui vont me répondre que c'est hyper subjectif, qu'est-ce qui est structurel, qu'est-ce qui l'est pas. Moi, mon raisonnement, il est de me dire, si je change des cartes au sein des archétypes qui existent, pour moi, c'est pas structurel. Dire, maintenant, imaginons, j'enlève Ogak, je prends un truc complètement hypothétique. J'enlève Ogak et maintenant le meilleur play possible de Golgari, c'est pas de faire Ogak, c'est de faire autre chose. Pour moi, c'est pas structurel. Ça nécessite pas de faire un changement de version, de passer à la V7. Si jamais je décide de dire, en fait, il y a un de mes terrains non base, j'en suis pas content. Par exemple, là actuellement, dans les changements que j'aimerais faire, il y a le fait que quand j'ai fait des changements dans la mana base, j'ai choisi d'avoir des landes asymétriques. Je pense que c'est bien par rapport à mes objectifs. Mais j'aime pas aujourd'hui comment sont utilisés les quelques fetch lands qui sont dans le cube. Parce que comme actuellement il y a des bilands, ça fait un peu de la merde. Ou plutôt, ça fait des choses fortes mais que je désire pas forcément. Et donc, si jamais je décide, je change 3 landes par 3 autres landes, pour moi c'est pas structurel. Par contre, le jour où je me suis dit, là, je vais changer l'intégralité de la mana base de mon cube et je vais la standardiser davantage et je vais dire, maintenant, je veux 4 sources bicolores de chaque bicolorité. Et l'idée, c'est que soit elles seront réparties en 2 landes, 2 artefacts qui font du mana, soit elles seront réparties en 4 landes. Ça, pour moi, c'était structurel. Donc ça, pour moi, c'est un changement de version. Si jamais il y a un archétype qui devient un tout autre archétype, ce sera un changement de version. Régulièrement, j'évoque la possibilité de passer Storm de bleu-noir à bleu-rouge. Bleu-noir, du coup, deviendrait autre chose. Ça voudrait dire aussi que mon archétype bleu-rouge, il disparaîtrait. Bah oui, ça veut dire qu'il y a 2 changements d'archétype. Oui, là, c'est structurel. De la même manière, le fait de retirer les mox, ça a été un changement structurel parce que ça a été une approche aussi presque philosophique de ce que je voulais pour le cube. C'est-à-dire, qu'est-ce que je déterminais comme étant un power outlier et qu'est-ce qui me paraissait ok. Qu'est-ce que je considérais être dans l'esprit du cube, qu'est-ce que je considérais être pas dans l'esprit du cube. Et résolument, j'ai un cube synergique. Donc pour moi, un changement de structure, c'est un changement qui va venir toucher non pas à des cartes individuelles, mais au réseau de synergie qu'il y a dans le cube et donc d'une certaine manière à l'expérience au global. C'est très clair, on a hâte de voir la version du cube où Ogak s'en va. Merci à toi Mathieu pour avoir autant joué. Aujourd'hui, on va parler de l'état du cube aujourd'hui et est-ce que tu pourrais me parler de ton avis sur l'état actuel du cube et si tu as des retours du playgroup, des gens qui jouent ton cube de son état, de la version V6.2? Alors, j'en suis plutôt très content personnellement, moi, de cette version. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des petits changements que j'aimerais faire, mais aujourd'hui, je trouve que le cube artefact, il est dans un spot où il est très stable. L'expérience de jeu, j'ai l'impression qu'elle est bien délivrée à chaque draft, à chaque partie. Il y a, comme dans tous les cubes, où il y a un petit peu de power et où il y a un petit peu de disparité dans la répartition du power dans le cube. Alors moi, je parle pas de vrai power, genre le power 9, mais juste de cartes très puissantes, des power outliers. Évidemment, il y a parfois des non-games et des trucs un peu explosifs, mais pour moi, ça fait partie aussi du plaisir quand on draft ce cube, c'est de pouvoir drafter des choses très puissantes. J'ai l'impression que tous les archétypes aujourd'hui sont plaisants à jouer et à drafter. Par contre, c'est clair, il y a des personnes qui en préfèrent certains que d'autres, mais c'était une vraie intention de départ de design, c'est que les archétypes se ressemblent pas du tout. C'est des archétypes très contrôle, des archétypes ultra combo, des archétypes très aggro, des archétypes qui bouillent un peu plus. Et je voulais permettre tout ça.
Aujourd'hui, dans les retours que j'ai pu avoir et qui peuvent me questionner, parfois, il y a toujours quelques cartes qui sont pas hyper appréciées. Je pense qu'il y a toujours il y a des personnes qui apprécient toujours beaucoup la présence de Kataki, il y a des personnes qui la remettent pas mal en question. Et je comprends pourquoi. Pour l'instant, c'est pas un changement que j'ai envie d'effectuer que de l'enlever, mais en tout cas, c'est toujours dans un coin de ma tête et je fais toujours attention à ce qu'il n'y ait pas trop de cartes non artefacts qui rentrent dans ce genre de deck pour éviter que ce soit un deck trop facile à assembler. Même si j'ai pas de problème à ce qu'il existe parce que c'est une 2-1 pour 2 qui meurt sur quand même beaucoup de choses dans le format, quoi. Et après, l'autre retour qui m'est pas mal fait, c'est donc on n'en a pas parlé quand on a parlé de la création du cube, mais en fait, peut-être que le plus grand point de départ inavoué de ce cube, enfin inavoué, semi-inavoué, c'est une carte qui s'appelle Tinker. Donc pour ceux qui connaissent pas la carte bricolage, c'est 3 mana dans un bleu. C'est un rituel. En coût supplémentaire, vous devez sacrifier un artefact. Donc jusque-là, c'est pas fou. Mais l'effet que vous avez en échange, il est plutôt correct, puisque ça va vous permettre d'aller chercher n'importe quel artefact que vous avez dans votre deck et le mettre en jeu. Vous le mettez pas dans votre main. Évidemment, ça permet de faire des trucs giga cons en sacrifiant une merdouille, en allant chercher un portal de Phyrexia, un colosse de Pestacier. Enfin, vous allez pouvoir chercher des choses absolument énormes. Et c'est une carte que j'adore. C'est une carte qui est légale dans quasiment aucun format, elle est légale qu'en vintage, à juste titre. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, et donc c'est le point de départ de... Je pense que c'est vraiment un des points de départ de mon cube. C'est peut-être la première carte que j'ai mise dans la liste. Tu vois, quand je parlais de lister des cartes cool qui marchent dans un environnement où il y a des artefacts, Tinker, c'est un très bon exemple. Et du coup, Tinker, ça fait partie des cartes où il y a des gens qui me font la remarque de Tinker, c'est un peu fort, c'est un peu trop fort. Mais à ces gens-là, à chaque fois je leur réponds, j'entends, mais s'il y a bien une carte qui partira pas, c'est Tinker. Chose qu'on n'a pas encore dit, mais le cube actuellement s'appelle How to Tinker, donc le cube artefact. C'est un peu logique que tu ne retireras pas la carte qui porte le nom du cube. Je fais un petit aparté parce que tu me disais tout à l'heure, en dehors de l'enregistrement, que le cube ne s'est pas toujours appelé How to Tinker. Est-ce que tu as une idée d'un ancien nom du cube ? Avant, il s'appelait juste le cube artefact. Voilà. C'est au moment où j'ai commencé à faire mon lifting sur Cube Cobra, où j'ai préparé ma page d'accueil, où je décris tous les archétypes, où je fais vraiment où j'ai cette espèce de petite mise en route de comment aborder le cube, comment aborder le draft, etc. Quand j'ai vraiment tout rédigé ça, je me suis dit que je voulais un nom qui soit un petit peu moins générique que juste le cube artefact, même si dans mon cœur c'est le cube artefact. Et je suis sûr qu'il y a plein de cubes artefacts très très cool sur Cube Cobra, mais je suis désolé, c'est le cube artefact. Mais pour le coup, je trouvais que How to Tinker, c'était vraiment à la fois un bon clin d'œil à ma carte préférée, et à la fois j'aimais bien le message qui est comment bricoler. Et souvent, avec notre groupe de potes, tu vois, il y a vraiment ce côté de on aime bien les decks boui-boui, quoi. C'est un des trucs qui est les plus plaisants à jouer. On sait que c'est pas forcément toujours ce qui est le plus fort, mais juste boui-bouiter, c'est rigolo. Et donc le How to Tinker, c'est ça, c'est comment bricoler avec son deck pour faire des trucs. Et alors parfois c'est plus complexe que juste jouer Tinker, hein. Parfois ça demande plus de game actions, mais je trouvais que c'était un bon nom, qui avait un peu plus de personnalité que juste le cube artefact. Très bien. Je reviens donc après ce petit aparté sur l'état du cube aujourd'hui. Je me demandais également, est-ce que, donc c'est ton premier cube si on exclut la tentative avec Antonin, le crash test cube, est-ce que aujourd'hui le fait que j'ai noté 3 plus cubes, mais parce que tu as en vérité 4 cubes, mais est-ce que le fait que tu aies 3 cubes actifs, ça change ta réflexion et ta vision des mises à jour sur le cube artefact ? Complètement. Peut-être que c'est aussi multifactoriel et que mon évolution dans Magic et mes projets de vie, notamment le fait de faire un podcast, peut-être que ça joue dans ma manière d'aborder mon cube artefact aujourd'hui, mais ce qui est évident, c'est qu'au fil du temps, je me suis mis à éditer ce cube de moins en moins régulièrement. Je pense principalement parce que je manque de temps et aussi parce que quand je travaille sur d'autres projets de cube, soit ils ont davantage ma motivation, mon attention, mais aussi juste ils me demandent du temps, de la réflexion pour effectuer des changements. Il y a aussi un autre truc, c'est que je constate d'année en année que non seulement mon cube il est de plus en plus stable, donc je ressens moins le besoin de corriger des défauts
En fait, là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le sors, les gens ils passent un bon moment et ils sont contents que je le ramène. J'ai pas un besoin irrépressible de faire des changements. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que quand je regarde les cartes qui sortent aujourd'hui, donc mon cube, il a un power level Legacy+. C'est-à-dire que le power level du cube est très élevé. Il y a des cartes qui sont bannies en Legacy. Moi, il n'y a pas 26 cartes dans un set standard qui sort là aujourd'hui qui peut rentrer dans mon cube. Donc ça veut dire aussi qu'il y a moins de cartes qui m'intéressent au fil du temps dans les nouvelles sorties. Et modulo un truc, c'est que ce que j'ai constaté par contre, c'est que il y a des cartes qui parfois sortent dans des commandeurs, des trucs comme ça, qui ont un power level un petit peu plus puissant. Et donc ces cartes-là, parfois il y en a qui se feraient un chemin. Quand je regarde les dernières mises à jour que j'ai faites sur mon cube, il y a un nombre relativement important de cartes qui sont rentrées, qui en fait sont des cartes Universes Beyond. Il y a eu des cartes qui sont rentrées quand il y a eu Fallout. Il y a des cartes qui sont rentrées avec Doctor Who, etc. etc. Et évidemment, avant ça, il y avait aussi Warhammer 40 000. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, j'ai pas envie en fait d'avoir un skateboard ou un crank dans mon cube. En fait, ça me fait pas rêver. Je trouve pas que les cartes soient belles. J'aime pas leur vibe, j'aime pas ce qu'elles évoquent. Et même quand j'ai essayé de mettre des cartes Universes Beyond, j'ai essayé, dans la mesure du possible, que leur vibe, elle soit cool avec le reste. Je pense que la seule exception aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit poney dans mon cube. Ça va être en partie des cartes sur lesquelles j'ai régulièrement des plaintes par rapport à des questions d'avant. Je pense qu'il va pas rester. Moi, je l'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait, mais il est vraiment venu parce qu'il remplissait une niche que j'avais besoin de remplir et j'arrivais pas à trouver une carte qui fasse ce que je voulais et elle faisait ce truc-là, donc je l'ai mise pour ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi de moins en moins l'envie d'intégrer les nouvelles cartes qui mécaniquement pourraient rentrer dans le cube. La dernière grosse rentrée de cartes, vraiment il y a eu beaucoup de cartes d'un coup qui sont arrivées, c'est quand il y a eu la sortie de Age of Atlantis, où là il y a eu vraiment beaucoup de choses qui m'intéressaient et j'ai pas du tout pu rentrer tout ce que j'aurais voulu rentrer. Avatar, il y avait quelques cartes, mais c'est pareil. Au final, j'en ai rentré quoi ? J'en ai rentré 2, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas... j'ai pas le besoin déjà de le tenir à jour tout le temps, qui est vrai sur à peu près tous mes cubes, mais particulièrement sur lui. Et quand je vois que les 3 quarts des cartes qui m'intéresseraient, il y a une illustration hideuse d'une licence qui m'intéresse pas et avec un bout de pizza dessus, bah du coup je suis un peu en mode bon, bah je vais peut-être passer mon tour du coup. Pizza Universes Beyond. Et pourtant, j'adore la pizza. Adeline serait là, elle le dirait. J'ai l'impression qu'on a fait le tour sur l'état du cube aujourd'hui. Et est-ce qu'on parle de demain ? Donc tu nous as déjà dit que tu envisages potentiellement de changer l'archétype Storm de bleu, noir à bleu, rouge. Donc un changement d'archétype, ça ferait donc un changement structurel, une V7 du cube. Mais tu nous dis aussi que tu es satisfait de la version actuelle du cube. Est-ce que tu as l'impression que tu t'approches d'une version finale, ou est-ce que tu as l'espoir que faire un changement d'archétype te relance dans une lancée créative autour de ce cube et que ça te fasse faire beaucoup de changements ? C'est une excellente question. Déjà pour ceux qui connaissent pas hyper bien mon cube artefact, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû le présenter un petit peu avant, même si l'avantage c'est qu'il est assez simple à comprendre, à appréhender. Hein. C'est un cube avec plein d'artefacts dedans, et il y a plein de cartes puissantes dedans, quoi. Hein. Actuellement, mon cube il est centré autour de 10 archétypes bicolores. Donc blanc-bleu c'est Affinity, blanc-noir c'est Stax. Donc l'idée d'avoir des petites cartes qui vont ronger l'adversaire petit à petit. Blanc-rouge c'est équipement, vous mettez des équipements, vous tapez l'adversaire. Blanc-vert c'est token, donc vous allez créer des jetons non-créatures, des foods, des trésors, des trucs comme ça, et vous allez partir en combo ou contrôler l'adversaire. Bleu-noir c'est Storm. Bleu-rouge c'est Sneak and Show, donc vous allez tricher vos grosses créatures, vos gros artefacts en jeu. Bleu-vert c'est Ramp, vous faites plein de mana, vous jetez des artefacts. Rouge-noir c'est Réanimator, mais avec les artefacts, donc avec des soudeurs gobelins, des trucs comme ça, vous n'allez pas ranimer des créatures, vous allez ranimer des artefacts. Bon, si c'est des créatures aussi, ça marche, hein, mais vous n'allez pas avoir Reanimate. Vous avez Dredge en vert-noir avec des synergies, avec potentiellement des trucs Delirium, des trucs qui vont jouer avec le fait que vous avez des artefacts, mais c'est un des archétypes qui joue un petit peu moins avec les artefacts que les autres. Et en vert-rouge, vous avez Mass Land Destructions, où là l'idée c'est vous mettez des terrains indestructibles, vous mettez des artefacts qui font du mana, et ensuite on détruit tout, et il vous reste des trucs, l'adversaire il lui reste rien, voilà. Et c'est le fun. En fait, je ne sais pas si je cherche à avoir une version définitive, pour reprendre tes mots, une version à laquelle je toucherai plus,
Je crois que j'aime bien le fait de me poser la question de cette carte elle serait sympa dans mon cube et est-ce que je la changerais pas. Au final, à chaque fois que j'ai enlevé une carte qui était là depuis longtemps, j'étais pas mécontent de voir ce que donnait l'environnement quand elle n'était pas là. Ça m'a pas empêché parfois de ramener d'anciennes cartes. Un truc que j'aime bien faire, par exemple, c'est changer régulièrement les épées. Peste Acier était parti, il est revenu. Il y a des cartes qui font des allers-retours et moi je crois que j'aime bien l'idée de me dire que dans 5 ans je continuerai à faire des petits updates de temps en temps. Par contre, la vraie question que j'ai sur Storm, c'est qu'à chaque fois, régulièrement, je me dis, mais en fait, il y a tellement d'opportunités qui pourraient s'ouvrir en bleu-rouge Storm, Artefact, parce qu'il y a tellement de cartes qui sortent, qui sont sorties et qui marcheraient là-dedans, et je peux pas les mettre. C'est des excellentes cartes bicolores, et je peux pas les mettre parce que c'est pas du tout ce que fait l'archétype bleu-rouge, et j'ai pas envie de donner des mauvais signaux, j'ai pas forcément la place, etc., etc. Donc ça, c'est peut-être un espèce de regret et de trucs que j'aurais envie un jour d'essayer au moins. Et peut-être que j'ai ce côté feignant qui est de me dire que j'aurais la flemme de faire l'aller-retour si jamais je suis pas satisfait. Et donc du coup j'ai un peu peur de faire le changement. Mais c'est un peu idiot parce qu'en fait mes cartes elles seront dans des cartons, elles seront dans une petite boîte à côté. Et si je veux faire un swap in, swap out, je pourrais le faire en vrai. Donc je pense que j'ai tort d'être trop timide et peut-être que peut-être que je le tenterai cette année parce que je pense que ça peut être assez rafraîchissant. Je crois que ce que j'aimerais, c'est que mon cube il soit encore joué dans 10 ans. Et pour le coup, je sais pas si les gens ils aimeront jouer pendant 10 ans à la mouture actuelle. Moi, je pense que je pourrais m'amuser à le faire, mais je crois qu'il y a un enjeu aussi qui est de rafraîchir un peu le goût. Et c'est pour ça que changer un archétype, changer des trucs de ce genre à cette échelle-là, faire un changement de version en fait pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment passer une V6 à une V7, c'est pas seulement améliorer le cube, parfois c'est juste le faire évoluer juste pour le plaisir d'avoir un environnement qu'on connaît bien mais avec un twist, un peu comme un changement de saison à League of Legends ou ce genre de choses. Et je pense que ça, même dans quelques années, j'aurais toujours envie d'avoir la possibilité de le faire, c'est juste qu'à mon avis ça arrivera moins souvent, notamment parce que notre communauté de cubes grandissant un petit peu, on le cube moins souvent. Et ça, c'est la grande tristesse de notre vie. Merci Lucas pour avoir présenté un peu l'histoire du How to Tinker le cube Artefact. Moi, ça me fait plaisir d'en parler. Et une autre fois, on discutera d'autres de tes cubes et d'autres des cubes du Playgroup, j'imagine. Vous l'aviez déjà fait avec Antonin pour son Cube Land. Voilà. Merci de m'avoir laissé putcher cet épisode pour poser les questions. Ça m'a bien fait rire. Tu t'en es très bien sorti d'ailleurs. Vraiment, on aurait dit moi. Voilà. Et donc, est-ce que c'est pas le moment de passer à la section sous les radars ? Moi, je pense que oui. Terminons cet épisode avec notre section sous les radars, où l'on parle des cartes jouées dans moins d'1% des cubes sur Cube Cobra. Lucas, de quelle carte souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, Baptiste, moi, aujourd'hui, j'ai choisi une carte du cube Artefact. Quoi ? Moi aussi. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous faire connaître une ou deux petites bêtises qui se trouvent dans ce cube, une ou deux petites perles. Sachant que là, j'ai parlé d'une carte un peu toute simple qui paye pas de mine. Je vais parler de Statue Prisée. Statue Prisée qui est jouée dans 0,82% des cubes sur Cube Cobra, soit 2953 cubes. Donc la Statue Prisée, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un artefact pour 2 manas génériques qui ne paye pas de mine et il fait la chose suivante. Quand il arrive sur le champ de bataille ou quand il va dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous créez un jeton trésor. Et c'est à peu près tout en fait, il fait rien d'autre. C'est juste une espèce de grosse pierre statique qui sert à rien. Mais quand il arrive, vous avez un trésor, et quand il repart, vous en avez un deuxième. Bon, là, vous vous dites, c'est pas forcément une carte si puissante ou si intéressante que ça. Alors, il faut quand même noter qu'elle a pas mal de synergies, avec par exemple des soudeurs gobelins, des ingénieurs gobelins, des cartes qui vont vouloir sacrifier vos artefacts pour faire autre chose. Avec une gut, c'est très solide, hein. Vous jouez ça autour d'eux. Ensuite, ça vous permet de développer votre gut et d'avoir potentiellement un mana en rab. Vous allez potentiellement attaquer avec une bestiole ou que sais-je. Et derrière, hop, vous allez régénérer encore des trucs. Vous avez du fuel. Potentiellement, ça vous aura fait 3 permanents à sacrifier sur votre gut. C'est exactement le genre de truc que la carte peut faire. Et évidemment, là, j'ai pas pris en compte le fait que ça peut vous passer de votre tour 2 à votre tour 4. Bref, la carte, elle a pas mal de qualités. La raison pour laquelle je voulais qu'on parle de Statue Prisée, c'est pas parce que je pense que vous devriez la jouer dans 10% de vos cubes, c'est juste parce que
Je suis assez surpris de voir ces deux grandes sœurs être nettement plus jouées qu'elles. Donc on va parler déjà d'abord de la cadette, c'est source de mycosynthèse, qui est sortie donc en nouvelle Phyrexia, qui est joué dans 1,35% des cubes sur Kog'Maw, soit 4857 cubes. Cet artefact, il est construit sur le même système, c'est-à-dire quand il arrive en jeu ou quand il va dans un cimetière, vous allez bénéficier d'un effet. Cet effet, c'est d'aller chercher un terrain de base dans votre deck et le mettre dans votre main. Alors c'est fort d'aller piocher une carte, entre guillemets, mais je suis pas bien sûr que ce soit beaucoup plus fort que créer un trésor. Notamment parce que oui, un trésor, c'est un mana à usage unique, alors que le terrain, vous allez pouvoir l'utiliser autant de fois que vous voulez. Mais il y en a un qui vous rampe, l'autre qui ne vous rampe pas. Donc rien que sur ça, déjà, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que mycosynthèse, ça a l'air à ce point mieux. Et la deuxième raison, c'est qu'en plus de ça, il y en a un qui vous crée 3 permanents, alors que c'est pas le cas de la précédente. Et pour le coup, si on regarde la grande sœur, source de Sani, Icor Wellspring en anglais, elle est jouée dans 4,51% des cubes sur Cube Cobra, soit 16 252 cubes. Là, on parle d'une carte qui fait, encore une fois, trigger quand elle arrive en jeu, quand elle va au cimetière, vous piochez une carte. Mais c'est très fort de piocher 2 cartes pour 2 mana. Mais encore une fois, il y a eu un seul permanent, il n'y en a pas eu 3, ça vous a pas rampe. Moi, je trouve que statue prisée, c'est fort en fait. Et je comprends pas pourquoi c'est à ce point moins joué. Je m'attendrais à ce que ce soit joué, je sais pas, dans 1,5, 2% des cubes, que ce soit un petit peu entre source de mycosynthèse et source de scène, quoi. Je trouve aussi, et c'est aussi dans ton cube spécifiquement, faut pas oublier que statue prisée, on peut la sacrifier si on joue Stax. Et j'ai un permanent qui va mourir, que je vais devoir sacrifier, et qui, si jamais j'en ai pas d'autre, pourra me faire sacrifier un trésor plus tard au tour d'après. Donc dans ton cube, il a 25 000 usages. En effet, c'est pas une carte qu'on va retrouver dans tous les cubes. Il y a pas mal de cubes qui ne pourront pas abuser de cet effet-là. Mais en plus, c'est une commune. Donc c'est une commune qui ne coûte rien. Et en général, moi j'ai un peu l'attente de me dire mais une carte commune, elle a sa place dans du Pauper Cube, elle devrait avoir plus de... Elle n'a pas sa place en Vintage. On est d'accord que dans des cubes très très puissants, elle va pas faire grand chose. Parce que mon cube il est pas puissant. Si, mais on est d'accord que c'est moins bien que Mox. Mais elle devrait quand même trouver sa place dans des cubes Pauper qui ont un petit archétype artefact. Après, si ça se trouve, 0,82% des cubes, c'est tous les cubes qui ont un archétype artefact qui joue un peu en popper. Je ne sais pas. Ouais, j'y crois un peu moyen. J'y crois moyen non plus. Pour ma part, je vais vous parler d'une carte Universes Beyond qui s'appelle Space Marine Devastator et qui en français s'appelle Space Marine Devastator puisqu'il n'y a pas de traduction. C'est une carte 3-3 pour 4 qui est Astart et guerrier, et qui a escouade 2, c'est-à-dire que quand vous la lancez, vous pouvez choisir de payer 2 de plus autant de fois que vous voulez, et si vous le faites ainsi, pour chaque fois que vous avez payé l'escouade, vous faites un jeton qui est une copie de cette créature. C'est un multi-kick quoi. C'est un multi-kick. De toute façon, toutes les mécaniques de Magic sont kick, kick ou horsemanship. Donc, ça veut dire que vous avez une 3-3 pour 4, ou vous avez 2 3-3 pour 6, ou vous avez 3-3-3 pour 8. C'est une carte qui a beaucoup de value à elle toute seule. Et il se trouve qu'elle a un ETB. Et l'ETB, c'est quand il arrive, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Kaboom. Kaboom. Je trouve que cette carte est extrêmement intéressante parce qu'elle est polyvalente dans votre curve de mana. Une 3-3 pour 4 qui pète un artefact en arrivant, ou un enchantement, c'est fort. C'est aussi fort, je trouve, qu'une 2-1 pour 3 qui fait la même chose. Ça arrive plus tard, donc c'est un petit peu moins oppressif en termes de rythme. C'est mais par oppressif. contre, en termes de rate, ça n'a rien eu envie. Oui, c'est un meilleur body. Et vous avez quand même la possibilité de vous dire, même si votre adversaire n'a qu'un seul artefact, si vous avez 8 mana et que vous top deckez ça, vous êtes le roi du monde. Parce que là, vous allez faire 3-3-3 en une seule carte. Il y a énormément de cubes dans lesquels 3-3-3 en une seule carte, ça fait gagner des parties. Alors, il se trouve pas le Pauper Cube parce que c'est une rare, mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais c'est un truc qui pète des enchantements, des artefacts, ça sert à rien. Mais en fait, même si on en a qu'un seul à péter, on peut toujours faire plus de 3-3. Et je ne l'ai pas dit, elle est jouée dans 0,32% des cubes, soit 1145. Et je crois que c'est la carte qui est la moins jouée de toutes celles que j'ai parlé dans ton podcast. Ah ouais. Et c'est vraiment ridicule. Alors, est-ce que les raisons c'est Universes Beyond, les gens n'aiment pas? Est-ce que les raisons c'est cartes récentes? Warhammer, est-ce qu'on peut encore dire que c'est une extension récente
C'est un des plus vieux, c'est le plus vieil Universes Beyond. Donc, et il y a beaucoup de cartes Universes Beyond qui sont jouées plus depuis. Il y a beaucoup de cartes Warhammer qui sont jouées beaucoup plus que celle-ci sur Cube Cobra. Donc, pensez à cette carte pour des cubes même moins power que le cube artefact. Est-ce que, à titre de comparaison, le Chaos Defiler qui est sorti dans Warhammer? Alors, je m'attendais à ce qu'il soit joué dans un petit peu plus de cubes. Il est joué dans 1,72% des cubes sur Cube Cobra. Alors lui, il y a un monde où s'il n'est pas plus joué, c'est parce qu'il est un peu trop fort. Lui, il est vraiment très très fort. Et donc, je comprendrais qu'il y ait des cubes qui ne souhaitent pas le jouer. Moi, j'avoue que ce que j'aime beaucoup aussi avec cette carte, c'est qu'en fait, il y a des synergies. C'est con, mais en fait, si vous avez fait un token de ce truc, mais alors là, n'importe quel effet qui copie un token, ça a l'air vraiment bien, hein. Parce que là, ça devient un naturalize, quoi. Il y a une partie où mon adversaire, il avait un token doubler en jeu. Il a juste fait un token, du coup, il en a fait 2. Il m'a détruit 3 machins. Et j'étais genre, pardon, au secours. Oui, après, il y a beaucoup de cubes dans lesquels commencer à détruire 3, 4 ou 5 enchantements, ça fera plus rien sur le board de votre adversaire. Il y aura plus de cible, clairement. Mais donc voilà, c'est pas une carte qui a énormément de versatilité, mais c'est une carte qui, je trouve, le coup d'escouade rend la carte beaucoup plus polyvalente, et c'est vraiment quelque chose qu'on sera ravi de top deck à n'importe quel moment de la partie. 30 pour 4, c'est un peu en dessous de rate, mais souvent au tour 4, vous allez avoir un adversaire qui a au moins un artefact ou un enchantement en jeu, on espère. Ou sinon, ça serait pas dans le cube. Et au tour 6, même si votre adversaire il en a qu'un, vous aurez 2-3-3 qui auront cassé un truc, et ça fait plaisir. Je rends le micro, comment on dit ça ? Je rends l'antenne à Lucas Fort-Lacroix, host de ce merveilleux podcast. Au début du 24e jour, j'ai enfin été libéré en tant qu'otage. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Baptiste ainsi que par Lucas Fort-Lacroix. Merci Baptiste d'être venu discuter avec moi aujourd'hui. Merci Lucas de m'avoir laissé pitcher cet épisode. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergri, le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.